puisse discuter un petit peu. Tu me prêtes ça? Oui, bien sûr. C'est là. Ok, c'est parfait. Alors, je suis loin d'être une experte dans les buen vivir. C'est une perspective que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, j'essaie d'apprendre. Et dans mes recherches en technologie sociale, comme les technologies sociales telles qu'elles sont conçues par les latino-américains, elles essayent de revaloriser le travail et la relation société-technologie. Je trouve que les buen vivir, vraiment, ça cadre bien cette nouvelle façon de penser les technologies. Alors, le bien vivir, c'est les droits à une bonne vie et les droits de la nature. Et c'est intéressant, beaucoup d'attention a été toujours donnée dans les dernières années au géant Brésil ou à la polémique Venezuela, mais on ne parle pas beaucoup de deux pays qui ont changé leur constitution pour intégrer la notion de bien vivre dans la constitution. Et on parle de la Bolivie et de l'Équateur. Alors, si on commence par la Bolivie, Evo Morales, il a été élu en 2005. Ce n'est pas le premier président autochtone, mais il est le premier qui s'est affirmé en tant que tel et qui a intégré les droits autochtones dans la Constitution. Alors, la Constitution bolivienne a été changée en 2008 pour intégrer dans tous les principes et les chapitres les principes, la vision de buen vivir. Et surtout les droits de ce qu'on appelle la mère nature. Le deuxième exemple, c'est l'Équateur, un peu plus polémique que la Bolivie actuellement, mais aussi Rafael Correa a été élu en 2006, et lui aussi a promu un changement de la Constitution pour intégrer les buen vivir comme un principe intégral. Ça veut dire que c'est une loi fondamentale dans leur Constitution que la nature a les mêmes droits que les humains, et que les humains ont les droits de bien vivre. Et là, on pourrait discuter qu'est-ce que ça veut dire. Alors, d'où ça vient? C'est intéressant parce que ça vient des mots quechua. Quechua, c'est la langue parlée pour plus de 10 millions de personnes dans la région, dans les Andes, dans les pays. Et sauf que, c'est intéressant, on s'est aperçu que malgré que tout le monde a associé dans un premier moment au mot quechua, sumac kamsai, on a découvert que tous les autres, pratiquement, ethnies avaient le même sens de buen vivir avec d'autres mots. Alors, c'est extrêmement intéressant de voir ça. Alors, la première chose, avant tout, l'émergence de bien vivir, ce n'est pas une question sémantique, mais c'est avant tout une lutte politique. Nuestra lucha es epistémica y política. Alors, c'est extrêmement intéressant de dire, c'est remarquable que ce mode de pensée des communautés indiennes précolombiennes ait survécu à l'invasion des conquistadores, au pillage de toutes les ressources de ces communautés-là, à la négation même de leur histoire, de leur culture, et maintenant, 500 ans plus tard, ça renaît, c'est en train de renaître d'une façon très forte. Alors, ça s'insère dans toute une vague post-coloniale qu'on discute beaucoup en Amérique latine, ou pas seulement là-bas, mais je me suis nourrie plutôt là-bas. Alors, c'est décolonial, c'est post-libéral, et il ne s'agit pas d'une alternative de développement. Je crois que là, je rejoins ta position, mais c'est une alternative au développement. Ça veut dire qu'on refuse ici la notion de développement. Pourquoi? Parce que toutes ces croyances sur le développement, qu'il y a une bonne façon de penser, et cette façon est celle proposée par l'Europe et de l'Amérique du Nord, elle est refusée. Et c'est un tel concept de développement, il a été toujours basé sur des notions telles que efficacité, productivité, consommation, croissance, malgré les conséquences négatives sur les ressources naturelles, sur les traditions locales, et ça sans idéaliser ou romanticiser ce qui est local, les traditions. Ce n'est pas dans ce sens-là. Alors, les buen vivir, c'est un concept en construction. Il est en train d'être réélaboré, repensé, revisité. Mais il est beaucoup inspiré, il s'est basé totalement sur les traditions et les valeurs indigènes des régions andines. Et il veut totalement s'écarter du paradigme de développement occidental, basé sur une fausse notion d'abondance. Alors, il cherche une harmonie entre nature et culture, et s'éloigne de toute question individualiste qui marque notre façon de vivre. Alors, il cherche un équilibre et pas l'accumulation, ce qui est extrêmement intéressant. Alors, si j'essaye de voir trois principes qui sont fondamentaux dans la relation de bien vivre, le premier, c'est la relation avec la nature. Alors, la nature, elle est vue comme un être au même niveau que n'importe quel autre être humain. Et ça veut dire ici qu'on refuse l'ontologie dualiste
qui marque notre façon de penser. Ça veut dire qu'il a la primauté de certains humains sur d'autres, et ça on ne peut pas voir. Je pense beaucoup à ta décolonisation réflexive. L'idée qu'il y a des individus autonomes, séparés de la communauté, séparés de la nature, on refuse cette prémisse. Et on refuse aussi la croyance d'une connaissance objective telle que la raison et la science, où on refuse par exemple tous les côtés cosmologiques et même holistiques qui dominent dans ces différentes... Alors, on remplace l'ontologie dualiste pour une ontologie relationnelle. C'est vraiment, ontologie relationnelle, ça veut dire on est au même niveau nature, être humain, on est exactement au même niveau ontologique, pas seulement épistémologique. La deuxième chose que je trouve extrêmement intéressante, la notion de plurinational. Ici, il y a quelque chose avec laquelle peut-être il faut apprendre. Vous savez que la Bolivie maintenant, c'est une nation plurinationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, 55% de la population bolivienne est des autochtones, des indigènes, et 35% en Équateur. Alors, ils ont décidé de prendre en compte ces différences dans la Constitution et dans la formation de leur nation. Ça veut dire que, d'une certaine façon, si on regarde la notion de plurination qui est donnée, c'est une forme où plusieurs nations existent et coexistent en tant que communautés différentes, en respectant leurs paramètres, leurs standards différents dans une même nation. Et là, c'est quelque chose avec laquelle je crois qu'il y a beaucoup à apprendre. Ça veut dire, ce qu'on dit aujourd'hui dans ces plurinations, nous sommes indigènes et non indigènes. Nous sommes libéraux et nous sommes communautaires. Nous sommes une société profondément diverse et hybride. Et le premier compromis pour être capable d'intégrer ça, c'est la notion de plurination. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de discussions qu'on pourrait avoir sur cette notion. Et je crois qu'on ne parle pas assez et on devrait parler plus de cette façon de penser. Et le dernier, c'est le principe collectif communautaire. Alors ici, c'est la question de la propriété, effectivement, et surtout la propriété de tout ce qui est accès à des ressources naturelles. Ça veut dire qu'aucune ressource naturelle ne devait avoir aucune propriété, ça c'est de l'utilisation commune, le bien commun, comme tu disais. Alors, c'est un principe qui est très fort là-dedans. Alors, moi, je vous dirais que penser au bien vivre n'est pas penser à retourner à la façon comme les autochtones indiens vivaient, mais il y a énormément d'apprentissage à faire avec la notion de bien vivre. Et aujourd'hui, on sent on est en train de revisiter ces concepts avec une mentalité, une façon de penser où on adapte ces principes, cette vision à nos problèmes fondamentaux qu'on vit aujourd'hui. Ils sont plusieurs. Alors, seulement pour ceux qui veulent lire une brève introduction à cette philosophie-là, j'ai trouvé, ça c'est un livre qui est disponible sur Internet et qui est un peu faire la synthèse de l'émergence de ce concept et les principes les plus importants. Alors, si vous utilisez les mots bien vivre et peut-être l'auteur Thomas Fautre, c'est très facile à trouver, c'est un PDF, on trouve ces documents facilement. Comment ça s'écrit? F-A-T-H-E-U-E-R. Ok? Voilà, j'étais bref parce que je veux donner le temps à la discussion.